Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Inside the Chins, votre podcast From the Back to the Top qui donne la voix à ceux qui font avancer le football américain en France et en Europe. Et pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Doug Entertainment, vidéaste et photographe pour les Paris Musketeers, mais aussi ancien président et Cougar de Saint-Ouen-l'Aumône. Comment ça va? Ça va super et toi? Je suis content de te recevoir. Après, malheureusement, on y reviendra à la fin du podcast. Une défaite des Paris Musketeers qui scelle la saison, mais tu as vécu des mois très intenses et très passionnants avec eux et on aura l'occasion d'en revenir. Donc, en tout cas, je suis très, très content de te recevoir. Premier, on va dire, créatif que je reçois. Ça me tenait à cœur d'en recevoir dans ce podcast parce que vous contribuez énormément, toi comme d'autres, à la démocratisation du football américain. Et en plus, je vais avoir bientôt une affiliation avec les Cougars parce qu'entre les prochains invités que je connais déjà et ceux qui sont déjà passés, commence à y Ça avoir va. un petit lien d'âme. Bon, eh ben, écoute, avant d'aborder ta carrière, je vais te laisser faire l'introduction classique, nous présenter un petit peu qui tu es, nous dire ton âge, parce que tu as grandi, quelles ont été tes passions, ton parcours scolaire et tout ce qui permet de te connaître en dehors du football. Ok. Du coup, pour quelques soucis de, on va dire, pour préserver qui je suis, je vais pas te donner mon vrai nom, même s'il y en a qui le connaissent. Du coup, on va dire que je m'appelle Doug. Du coup, j'ai 26 ans. Ça fait à peu près ça doit faire peut-être 12-13 ans que je suis dans le monde du foot. J'ai commencé du coup au Cougar de Saint-Ouen. C'est vraiment là que j'ai appris à vraiment, vraiment aimer le foot grâce à ce club. J'ai toujours été un peu dans ce milieu-là du sport et un peu créatif, parce que depuis que je suis jeune, je fais beaucoup de dessins, notamment grâce à mon père. Et du coup, j'ai toujours été un peu dans ce milieu-là, justement, créatif. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai toujours voulu être dans ce milieu-là. Et c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure des années, allier du coup cette passion créative avec du coup le sport et du coup les cougars, j'ai mélangé les deux et ça a fait que j'ai créé Doug Entertainment et que j'en suis là où je suis maintenant en gros. Alors, tu l'as dit, tu as été au Cougar et je l'ai dit aussi en préambule. Tu découvres le football américain en 2014, toi. Comment est-ce que tu connais ce sport, justement? Comment est-ce que tu l'as connu? Bah, du coup, je l'ai connu un peu avant de commencer, un an avant, parce que je suis tombé un soir sur le Super Bowl, je pense comme à peu près tout le monde. C'était Ravens 49ers, le Blackout Super Bowl. Et je l'avais enregistré parce que j'avais pas pu le regarder en live à cette époque-là, j'étais jeune et fallait se coucher pour pouvoir aller à l'école. Mais du coup, je l'avais enregistré et le lendemain, en rentrant de l'école, je l'ai regardé et je me suis pris une claque. Je me suis dit, c'est quoi ce sport de malade? Je suis parti du coup à la rentrée d'après pour à la journée des assos justement du coup de Cergy et j'ai vu qu'il y avait le stand des Cougars. Du coup, je me suis renseigné à cette époque-là. J'avais pas l'âge parce que du coup, ils n'avaient pas de section jeune, donc j'ai dû attendre un an pour pouvoir m'inscrire là-bas en cadet. Du coup, ce qui a fait que pendant un an, comment dire, je me suis formé. Je m'entraînais avec du coup mon petit frère à lancer des balles, à les attraper, à regarder énormément de vidéos pour pouvoir arriver prêt du coup en 2014 quand j'ai commencé en cadet. Tu as fait toutes tes années au Cougar, de cadet jusqu'à senior au poste de quarterback. Est-ce que c'était naturel pour toi de jouer à ce poste-là ou c'est un petit peu par dépit que tu t'es retrouvé là? Bah en fait c'est un peu nul mais en gros mon frère il rattrapait mieux, moi je lançais mieux quand on était jeune, donc du coup bah c'est juste tombé comme ça vu que je lançais à peu près bien la balle. C'était un truc qui me faisait bien kiffer, je kiffais le poste de quarterback, donc je me suis dit bah let's go, hein, on va faire ça, je vais commencer comme ça et bah je me suis retrouvé dedans pendant je ne sais combien d'années maintenant du coup. En parlant de ta carrière, tu m'as dit que tu l'as considérée comme assez poussive. Tu as eu quelques titres, tu as eu l'occasion de jouer en D1. Moi, je trouve que c'est quand même déjà une réussite en soi de jouer en D1, c'est pas donné à tout le monde. Mais si tu l'estimes poussive, c'est-à-dire que tu aurais voulu aller plus haut ou c'est quoi qui fait que tu la considères poussive? Ouais, je pense que ça aurait pu être ça. Quand je regarde maintenant en tant que coach, je vois, moi j'ai des jeunes qui visent le Canada, qui visent les États-Unis, et je me dis que c'est quelque chose que j'aurais peut-être
plus dû faire, sachant que maintenant encore plus je côtoie justement des joueurs des Mousquetaires, donc qui eux m'ont fait part de leur expérience au Canada. Et je vois que c'est quelque chose dont je suis passé à côté parce que j'aurais pu le faire. J'ai participé à quelques camps pour rejoindre l'équipe de France, c'était en junior, l'équipe IDF, etc. Et je regrette un peu de ne pas avoir poussé le truc. Mais après, je me dis que c'était peut-être le destin, du coup, c'était le parcours que je devais avoir. Ça se trouve, d'où que ça n'existerait pas à cette heure-là. Donc, je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien au final de ne pas avoir tenté ces expériences-là et d'avoir attendu. Donc, ouais, mais il y a quand même une petite part de moi qui me dit que j'aurais bien kiffé vivre ce genre de choses, surtout quand j'entends certains du coup potes à moi en parler, notamment les Lockman, Yanni, etc. Ils ont vécu des belles expériences là-bas et c'est un truc que ouais, j'aurais peut-être aimé euh, avoir eu la chance de faire. Donc c'est pour ça qu'on va dire que je considère un peu ma carrière poussive entre guillemets. C'est que j'ai de par, je pense on en parlera par la suite, mais de par mes différents postes au Cougar, je pouvais pas vraiment me concentrer sur une carrière de joueur à 100%. Effectivement, on en parlera juste après des différents postes que tu as occupés. Pour la carrière joueur, elle n'est pas encore terminée, puisqu'aujourd'hui, tu fais du flag en tant que receveur. C'était quand même important pour toi de continuer à trouver une forme de plaisir en continuant à jouer sur un format un petit peu plus fun qu'est le flag. Ouais, ouais, clairement. Bah, en fait, pour la petite anecdote, c'est que du coup, j'ai toujours été QB, mais au fur et à mesure des années, j'ai développé une affection pour le poste de receveur, du coup. Donc, c'est quelque chose qui me faisait kiffer de pouvoir jouer à ce poste-là, malgré que je ne sois pas un athlète, hein, je ne cours pas vite de fou. Mais au flag, du coup, tu as beaucoup plus de capacités qui peuvent t'aider, autres que les capacités athlétiques. Moi, ça a toujours été ça dans le foot. Je me suis plus concentré sur l'IQ que vraiment sur mes capacités physiques parce que c'était ce que je pouvais développer le plus simplement, on va dire. J'ai jamais été trop un mec à la salle et tout, malheureusement. Mais du coup, je me suis concentré beaucoup sur l'IQ football et du coup, ça m'a énormément aidé au flag. Arrivé là-bas, j'ai commencé très très jeune et pas pour me vanter, mais la plupart des gens qui me connaissent le savent, j'ai des bonnes mains, voire de très bonnes mains. Donc ça m'aide beaucoup. Et du coup, au flag, c'est un petit kiff de pouvoir faire ça. En plus, avec le développement du flag ces dernières années, bah, tu te retrouves à jouer contre des mecs de plus en plus forts. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours bien kiffé. J'aime pas jouer contre des équipes, je vais pas dire nulles, parce que ça se fait pas, mais des équipes qui n'ont pas le niveau auquel moi j'ai envie de jouer. Donc ouais, le flag, ça a été vraiment une aide pour moi, sachant que en équipé, trouver des QB, c'est galère, donc forcément, j'étais souvent cloîtré dans ça, et du coup, c'était un peu galère. J'ai eu une fois la chance de faire vraiment une saison en receveur, c'était en D1 du coup, là en 2024, si je dis pas de bêtises, l'année où on avait Brody Ann, parce que du coup, c'était lui le QB1, et moi, en tant que QB backup, bah, du coup, j'ai pu prendre des reps en receveur, donc c'était vraiment un petit kiff, et du coup, voilà, le flag m'aide à à me lâcher un peu du coup avec le poste de receveur entre guillemets. Tu voulais pas rester QB au flag? Ça t'intéressait pas? Non, non, je déteste ça. Franchement, j'y arrive pas. Au flag, c'est trop galère. Je le fais. En gros, j'ai une équipe. On a une équipe de potes avec lesquels, du coup, on s'est fait un petit kiff. Là-bas, je joue QB, mais parce que c'est que des gars que je connais, avec qui j'ai grandi et avec qui j'ai joué, donc je connais par cœur. Je joue avec mon meilleur pote avec qui j'ai commencé le foot, un autre meilleur pote que j'ai découvert il y a quelques années dans l'équipé. Je joue avec mon frère. Enfin bref, c'est une équipe vraiment où on se connaît tous, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus simple. Mais ouais, en gros, j'utilisais le flag comme échappatoire pour pouvoir partir un peu du poste de QB qui souvent est un peu trop. C'est trop de pression en fait. Tu vois, c'est beaucoup à gérer. Donc des fois, ça fait du bien de juste relâcher et de kiffer un peu. Ta carrière de joueur, elle s'est arrêtée en tout cas, elle a connu un premier arrêt en 2023. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça ensuite. Et tu t'es concentré sur le coaching. Tu as été nommé coordinateur offensif de l'équipe B des Cougars en régional. Sauf qu'à 2 semaines du début de la saison, ton QB Titus fait les croisés à l'entraînement et tu décides de reprendre une dernière saison. Cette saison-là, tu m'as dit que tu avais rencontré des gens super, que tu as pu ramener ton frère, que tu as évoqué déjà plusieurs fois dans l'équipe, c'était la première fois que vous avez pu jouer ensemble et vous avez terminé champion. À C'est titre ça. perso, ça a été la meilleure saison de ta vie. Finalement, est-ce que le destin n'a pas été bon
avec toi? C'est quoi les souvenirs que tu as de cette saison-là? Le destin a été très bon, hein, je dirais. J'ai des souvenirs mémorables. J'oublierai jamais cette année-là parce que ça a été vraiment quelque chose de très inattendu. À la base, je prenais le coaching de l'abbé, je vais pas dire par dépit, mais c'était un peu par défaut parce qu'il y avait personne d'autre et moi j'aspirais à aller un peu plus loin dans le coaching. Donc je me suis dit c'était le moment de m'occuper d'une équipe senior parce que je m'occupais surtout des jeunes à la base. Donc je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Et au final, je suis tombé sur des mecs incroyables avec qui que je côtoie encore actuellement. Beaucoup d'ailleurs. Une des plus belles rencontres que j'ai faites, c'est actuellement du coup le président des Cougars, Nicolas Vaillant, qui a été du coup vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. C'est lui qui m'a suivi, du coup, je pense qu'on en parlera plus tard. C'est à cause de moi qu'il est président actuellement, parce qu'il n'a pas trop eu le choix. Mais c'est du coup c'est quelqu'un d'extraordinaire et j'ai découvert énormément de gars incroyables alors que dans ma jeunesse la vision de la baie que j'avais c'était juste des mecs qui faisaient que boire et qui jouaient pas correctement au foot. Donc ça a bien changé ma vision des choses et je pense que la meilleure expérience que j'ai eue ça a été là-bas. Comme je te dis, comme tu l'as souligné, c'est le fait d'avoir pu jouer avec mon frère, d'avoir pu rencontrer des gars incroyables et jusqu'à maintenant, je le pense encore, ça a été la meilleure saison de ma vie. On a fini la saison invaincu. J'ai été entouré par un corps de receveurs incroyable. J'avais une O-line, je crois que je prends 2 sacs dans la saison et genre il y a genre 8 matchs, je crois, un truc comme ça, 7 ou 8 matchs. Donc j'avais une super équipe, j'avais des super gars avec qui jouer, ça m'a permis de me lâcher et au final, ça a été une saison inoubliable. À la suite de ça, tu termines pour de bon ta carrière au début de la saison suivante en D3 pour jouer une dernière fois avec tes frères d'armes. Tu intègres le coaching staff de la D1 en tant qu'assistant offensive coordinateur derrière Jeff Alexandre, que je salue par la même occasion, ancien invité d'Inside the Chins, avec qui j'ai blablaté d'ailleurs avant cet épisode avec toi pour voir s'il n'y avait pas des petites anecdotes. Bon, Ok. il m'a dit que c'était un enfant du club, donc j'ai pas eu plus que ça. J'ai pas récolté beaucoup de choses, mais enfin, il avait l'air content que tu passes ici, donc j'espère qu'il suivra l'épisode avec attention. Mais donc, je souligne aussi pour dire que tu as une très grande complicité avec lui. Euh, et au fur et à mesure de cette saison, tu termines offensive coordinateur puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes au sein du club. J'ai cru comprendre que ça avait été une saison difficile où vous étiez seulement deux coachs. Comment est-ce que tu expliques la forme de déclin, parce que c'est peut-être un petit peu significatif des dernières saisons, la forme de déclin que connaissent les Cougars depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, date de leur dernier titre de champion, où ils avaient fait le back-to-back d'ailleurs, 2015-2016, il me semble. Voilà. Comment est-ce que tu expliques un petit peu cette situation-là qui est peut-être plus globalement liée à, comme je le disais, une forme de déclin de la part des Cougars? Pour moi, c'est assez simple. Tout a commencé avec le départ de Xavier Mas, à mon sens. C'est lui qui tenait le club. Ça a été une légende du club pendant des années. Pour moi, il a fait ce que les Cougars ont été. Mais le fait de l'avoir perdu, je crois que c'était quoi? C'était en 2019. C'était sa dernière saison quand on avait fait la finale contre les Black Pay. Après ça, il avait décidé de tout arrêter. C'est là que ça a été compliqué parce que trouver un successeur à Xavier Mas, c'était limite impossible parce que c'était quelqu'un d'extrêmement dévoué au club. Le mec, tu pouvais l'appeler à n'importe quelle heure, il était dispo, il faisait tout ce qu'il fallait pour que le club soit ce qu'il était. Donc ça a été compliqué de retrouver quelqu'un comme lui. On a eu David Rosette qui lui a succédé, quelqu'un de très impliqué aussi, qui a fait énormément pour le club. Mais malheureusement, c'était un poste trop compliqué avec énormément de responsabilités, ce qui a fait que ça a été compliqué pour lui. Et à la suite de ça, on a encore dû changer de manager. Je crois en 4 ans, on a changé 3 fois de manager du coup. Et cette dernière année-là, ça a été très compliqué. Donc comme tu dis, où j'ai dû prendre le coaching. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, de mauvaises choses qui se sont passées, qui ont fait que je me suis retrouvé là où j'étais et je me suis retrouvé à devoir faire des choses, on va dire, nécessaires pour la survie de mon club. Euh,
j'étais, on va dire, un des seuls anciens, si je puis dire, avec notamment Stéphane Bagot, à essayer de faire en sorte que le club perdure, survive, parce qu'à ce moment-là, c'était de la survie. Hein. Et du coup, ouais, ça a demandé énormément d'efforts et d'envie. Et le gros manque d'anciens, ça aussi, ça a fait que on a été sur un déclin parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour faire en sorte que l'esprit cougar perdure. Ça s'est beaucoup perdu. Nous, on a un vrai esprit de. Le mot d'ordre, c'est vraiment famille. C'est un club, c'est vraiment assez familial. Et je trouve qu'on l'a beaucoup perdu pardon, au fil des années. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ce qu'on essaye de faire revenir, nous, actuellement, en tout cas. Donc, ouais, je dirais que c'est vraiment le fait d'avoir perdu Xav et beaucoup de piliers qui ont quitté le club qui ont fait qu'on a connu une petite dégringolade et un petit déclin. Depuis cette année-là, tu as fait le choix de redevenir seulement assistant offensive coordinateur et coach QB. Tu prends un peu moins de responsabilités à haut niveau, mais tu restes multicasquette au sein du club puisque tu joues au flag, comme on l'a dit. Tu coaches aussi les U19, tu fais partie de la direction sportive du club. Avec la direction des U19 et la présence au sein de la direction sportive, est-ce que tu aspires à permettre aux Cougars de retrouver le statut et la stature dont on vient d'évoquer qu'ils ont connu il y a 10 ans à l'époque de Xavier Mas? Ouais, forcément, c'est l'objectif qu'on s'était fixé. L'objectif de la première année, c'était surtout de se remettre à flot, que ce soit au niveau des institutions, avec la mairie, que ce soit au niveau financier, avec les banques, que ce soit auprès des joueurs même et de la communauté des Cougars. Le but, c'était de repartir sur des bases beaucoup plus saines, de reposer un cadre et de montrer que on était là vraiment pour faire en sorte que le club redevienne ce qu'il était. Mon travail avec les jeunes, il a commencé déjà il y a 2 ans. On fait la première année, du coup, je récupère, du coup, à cette époque-là, c'était les U17. Quand on les récupère avec le coaching staff, on termine vice-champion d'Île-de-France, donc ce qui était déjà un beau parcours, sachant qu'on avait énormément de nouveaux, que la saison d'avant, ils jouaient à 9. Même pas, je crois. C'était galère de jouer à 9 en tout cas. Je crois qu'ils avaient une victoire dans la saison. Donc il y a un travail qui a été fait sur les jeunes et qui est actuellement le plus important. C'est vraiment notre mission principale. C'est la formation des jeunes. Et je pense qu'on s'en sort très bien. Parce on a un super coaching staff de gars investis, notamment le head coach Khalil Kourouma qui est lui dévoué vraiment à ces jeunes. Et du coup, c'est ça qui fait que ça marche et qui est notre priorité. Maintenant, pour les seniors, j'ai été choisir des gars qui vraiment adhéraient au projet et à l'esprit du club. Et ça a été une saison compliquée, on va dire, en demi-teinte. Mais je suis quand même content de ce qu'on a fait parce que du coup, on a réussi à refédérer un groupe, chose qui était un peu plus compliquée. On a réussi à ramener un peu plus de monde. On a un coaching staff là qui ne change pas pour la première fois depuis, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Donc on est déjà sur une bonne continuité. Et maintenant qu'on a réussi à se remettre à flot administrativement et qu'on a commencé quelque chose sportivement, le but c'est de continuer d'aller plus loin possible. Voilà. Euh, ouais, pardon, j'étais en train d'écrire sur une autre question parce que ça m'a fait penser à quelque chose que tu viens de dire, donc c'est pour ça que j'ai pas réagi d'office. Euh, la saison 2025-2026, en tout cas, tu as fait en sorte de redresser l'équipe, de la reconstruire. Tu as été nommé head coach de la D2, mais tu es revenu sur le terrain parce qu'en week-end, en week 4, ton QB Titus fait les croisés et rebelote. Tu as dû jouer la fin de la saison, sauf que tu n'étais pas prêt à devoir rejouer tout simplement. Et tu es d'ailleurs à la recherche, on en profite pour le dire, de QB pour éviter de redevoir faire ce schéma et pouvoir rester coaché pour la saison à venir. Quand cette nouvelle C'est ça. elle tombe, que tu apprends que ton QB est blessé, que tu te retrouves à jouer de nouveau, c'est quoi qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu as pris ça comme une mission où je t'ai dit je dois l'accomplir coûte que coûte et c'est le devoir entre guillemets d'un enfant du club? Ouais, c'est comme ça que je l'ai pris et je pense que ça a été un problème du coup. Ça m'a pas aidé parce que du coup l'idée qui était dans ma tête c'est ouais faut que j'aide à tout prix mon club et du coup je me suis mis énormément de pression.
Du coup, ça a fait que le manque de préparation, énormément de pression que je me suis mis sur les épaules, ça m'a pas du tout aidé. J'ai fait une saison médiocre, hein, ça ne me dérange pas de le dire. C'est ce qui a été. J'ai pas été du tout au niveau, du moins auquel je suis. Surtout quand je vois la saison que j'ai fait du coup il y a 2 ans, c'était vraiment le jour et la nuit. Mais du coup, ça m'a ça m'a vraiment montré que des fois, il faut savoir un peu step down et pas se mettre trop de pression à vouloir vraiment tout le temps tout faire. Ça m'a vraiment aidé à être un peu plus lucide à ce niveau-là. Donc ouais, ça a quand même été malgré tout en apprentissage. T'es un... Je sais pas si tu m'entends toujours. Si je t'entends, c'est cool. Ah, pardon. Il y a un petit bug. Tu es un enfant des Cougars de Saint-Ouen et au-delà du sportif, on arrive dans ta troisième carrière, entre guillemets, qui est celle de l'administratif, puisqu'en 2016, à 16 ans, tu intègres le CA et tu t'es très rapidement montré impliqué dans le club. C'est à ce moment-là que tu t'es lancé d'ailleurs dans la com et on y vient pour aider ton club. C'est grâce. Alors, au début, c'était un petit passe-temps et au final, c'est devenu aujourd'hui ton travail, puisque c'est grâce à ça qu'est né, Doog Entertainment. Pourquoi ce choix de te lancer dans la com à cette époque et qu'est-ce qui a fait que tu as développé une vraie passion pour ce secteur-là au point aujourd'hui d'en faire ton métier? Bah, en vrai, c'est simple, hein. Comme je l'ai dit au début, du coup, c'est que j'ai toujours été un peu dans le milieu créatif. Donc ça tombait un peu sous le sens. La com des Cougars à ce moment-là était éclatée, hein, je te mens pas, c'était vraiment horrible. Après, ça remonte à quelques années, donc forcément, je pense pas qu'il y avait pas grande équipe qui était vraiment à fond sur leur com. C'est pas ce que c'était maintenant. Mais ouais, la com était compliquée, elle était gérée par un ancien du club qui avait des goûts très old school. Donc, en tant que jeune, on va dire, je me suis proposé. Ça a commencé. En fait, j'ai acheté un appareil photo à cette époque-là. Mes parents me l'ont acheté pour mon anniversaire. Du coup, j'ai commencé à faire des photos des seniors, des jeunes, etc. Et j'ai commencé à faire mes petits montages. Je me suis acheté un petit ordi, je faisais des petits montages sur Photoshop, des trucs un peu. Bah, à l'époque, du coup, c'était horrible en tant que je regarde, mais voilà, pour l'époque, ça passait. Et vu qu'ils n'avaient pas vraiment quelqu'un qui s'occupait de ça à temps plein, bah, je me suis lancé dedans, je m'occupais de la com et au fur et à mesure des années, j'augmentais mon niveau et je me suis pris de passion pour ça. C'est surtout le fait de voir que ce que tu fais, c'est aimé, que les gens ont des bons retours sur ce que tu fais. Donc c'est vraiment un truc qui est kiffant, tu vois, de voir les joueurs qui disent ah, j'aime trop la photo que tu as fait de moi, elle est super, ils les mettent en photo de profil, ils les postent, ils kiffent. Donc voir que les gens kiffent, c'est ça que moi j'aime dans Staff et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment impliqué dedans. Ouais. Avant d'aller un petit peu plus loin dans ton parcours et de dérouler, heu, la suite de celui-ci, est-ce que tu aurais des conseils pour, si là, ce podcast tombe dans les oreilles de quelqu'un qui avait ton âge à l'époque, 15-16 ans, ou qui en a peut-être aujourd'hui 20, ou si ce n'est plus et qui veut se lancer dans ça peut être dans du community management, ça peut être dans de la photo, dans de la vidéo. Est-ce que tu aurais, voilà, des conseils à lui donner peut-être sur un état d'esprit à avoir sur des applications? Tu as parlé de Photoshop, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Canva, par exemple. Est-ce que, voilà, tu aurais des conseils en termes de matériel, d'état d'esprit, qui peuvent permettre à certaines personnes qui voudraient se lancer d'aller peut-être pas un petit peu plus vite, parce que je pense que ça prend du temps, mais en tout cas de bien démarrer? Ouais, 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 bah déjà, en fait, faut savoir que le truc le plus important, c'est vraiment avoir la dalle et la patience. Surtout, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça m'est arrivé beaucoup de fois d'avoir des downs et de me dire que j'allais laisser parce que est-ce que ça valait vraiment le coup? Au final, j'ai réussi à me remettre dedans. Donc, c'est un truc où il faut s'armer de patience. Faut pas se dire que ça va marcher direct. Avant d'avoir mes premiers réels contrats, j'ai dû peut-être attendre une dizaine d'années, allez, 7 ans, peut-être un truc comme ça. Donc, faut vraiment se montrer patient, faut vraiment avoir la dalle, faut s'exercer, s'exercer, s'exercer. Et il faut se dire qu'au début, il faut que tu commences bénévolement. Euh, Trouve le club le plus proche de chez toi.
va les voir, tu leur dis, tu leur fais gratuit, et tu t'entraînes, tu fais que ça, tu vas dans tous les clubs, tu fais le plus de sport possible, tu testes le plus de choses possible, t'as pas besoin d'un matos incroyable. Moi, avant d'avoir une vraie caméra, je crois cette caméra-là, je l'ai eu il y a peut-être 1 an, 2 ans max. J'avais une vieille caméra qui datait de 2016 et pourtant ça m'empêchait pas de faire ce que je faisais. Faut vraiment être investi à 100% dedans, et il faut se dire que il y a un jour où ça va marcher. C'est tout ce qu'il faut se dire. C'est en bossant, ça va marcher. C'est comme pour tout. Si tu montres que tu es déter à le faire, ça marchera. Il faut vraiment le prendre. Moi, je le prends comme une passion et c'est ça qui m'aide. Tu vois, moi, je me dis, je suis payé à voyager, à filmer des équipes de sport. Pour moi, c'est pas un taf, tu vois. Je me lève pas en mode ah vas-y j'ai le seum. Je me lève, je me dis purée. Je vais à Francfort cette semaine. Je vais filmer les mousquetaires. Je vais avec mes gars. Je tape un voyage de 4 jours. Je le vois pas comme un taf, donc c'est encore plus kiffant de faire ça comme ça. Donc faut vous dire que voilà, un jour ça payera. J'étais pareil à l'époque, je faisais que des trucs pour les Cougars, j'avais rien, j'essayais de contacter 1001 clubs, j'avais zéro réponse, mais j'ai pas lâché jusqu'au jour où mon travail a réussi à payer. C'est les clubs qui m'ont contacté eux-mêmes, et c'est ça qui a fait que j'ai fini où je suis maintenant. Donc ouais, le vrai conseil que j'aurais à donner aux gens, c'est vraiment avoir la dalle et être patient, quoi. Au début de ce que tu disais, tu parlais de bénévolement. J'ai l'impression qu'il y a un consensus un petit peu, chez les créatifs, chez les vidéastes, photographes sur le, gratuit, pas gratuit, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut pas faire? C'est quoi toi un petit peu ton point de vue sur la question et potentiellement ton retour d'expérience aussi qui a pu t'arriver? Simple, tout travail mérite salaire, hein. C'est aussi simple que ça, c'est un taf de ouf. Il y a beaucoup de gens qui s'en rendent vraiment pas compte à quel point c'est quelque chose de très compliqué. Euh, que les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est un truc de ouf. Je pense que toi, du coup, tu auras la même chose avec le live, mais rien que dérusher des vidéos, c'est un truc de ouf. Tu peux passer des heures. Pour te dire, là, récemment, j'avais sorti une vidéo mid-season sur les mousquetaires. La vidéo, elle doit faire quoi? Elle doit faire 1 minute. Ça m'a pris, genre, je sais pas, ça m'a pris 10 heures à la faire. Tu vois, rien que de trouver les vidéos, les compiler, savoir quelle action j'allais prendre. Une fois que tu les as, ok, maintenant, bah, qu'est-ce que tu fais? Après, il faut ajouter tous les effets, les sons. Est-ce que film passait bien? Est-ce que ça concorde avec la musique? Et il y a même des fois, tu finis, tu regardes la vidéo, tu te dis ah non, c'est pas bon, faut que je refasse autre chose. Moi, ça m'arrive souvent et ça arrive à beaucoup de créatifs. On bosse beaucoup la nuit. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui arrive souvent. Moi, je bosse. J'ai l'inspi vers minuit, un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Et je vais me retrouver à bosser jusqu'à des 5 heures. Tu vas finir la vidéo, tu vas dire ah c'est bon, c'est carré, j'ai fini. Le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas aller la regarder, tu vas dire ah non, c'est de la merde. Donc tu vas recommencer et ça arrive souvent. Donc faut juste que les gens ils se rendent compte et puis même se déplacer avec tout ton matos. Moi, j'ai un sac à dos, il est rempli, laisse tomber. Je l'ai tout le temps sur le dos. Il y a au moins 10 kilos là-dedans. Ça peut paraître rien, mais quand tu te tapes 10 kilos toute la journée, c'est chiant. Porter la caméra, parce que moi, j'ai pas une Osmo Pocket, hein, comme la plupart des influenceurs maintenant. C'est une caméra qui est lourde. Il y a l'objectif, il y a la batterie, il y a le retour caméra. Enfin bref, il y a énormément de trucs qui font que porter ça toute la journée, bah, c'est chiant. T'es tout le temps debout. Enfin, c'est un taf comme un autre et c'est un taf qui demande beaucoup d'implication, même que ce soit au niveau physique ou mental, tu vois, parce que comme je l'ai dit, moi je travaille souvent la nuit, mentalement ça joue beaucoup, que ce soit sur mon état, je suis souvent fatigué du coup. Donc il y a plein de trucs qui font que pour moi tout travail mérite salaire. Maintenant quand tu débutes, t'as pas le choix, tu peux pas imposer à des gens un prix si on sait pas ce que vaut ton taf, tu vois. Donc forcément, c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer bénévolement. Tu te fais un book, tu te fais tes trucs, et après c'est là que tu commences à aller démarcher les équipes, etc. Tu leur dis bah je vous propose ça. Et là après tu vois en fonction que tu génères tes prix. J'ai commencé à des prix très très bas. Je faisais des logos à 20 euros. Maintenant c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est une étape, tu es obligé de passer par là parce que au début, tu n'as pas forcément le niveau que tu auras plus tard. Donc forcément, tu dois apprendre à tarifer. Tu dois te dire que bah, au début, ça va être gratuit et tu n'auras pas le choix. Parce qu'il faut que tu te construises un book, il faut que tu te construises une identité. Donc tu es obligé de passer par là. Après, si tu arrives direct, tant mieux. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue en tout cas. C'est que
pendant des années, j'ai fait la com des Cougars, je me suis amélioré de plus en plus jusqu'à proposer quelque chose de vraiment bien, jusqu'à me faire contacter, par exemple par les Molosses qui m'ont contacté. J'ai été contacté par d'autres clubs. Les Mousquetaires, j'y étais tout seul avant de pouvoir bosser avec eux. J'avais fait 2-3 trucs pendant des matchs et ça avait bien plu justement au manager, à Booker. Et au final, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire le confidence game de Stanley et Idriss. À la suite de ça, ils avaient kiffé mon taf. Du coup, Stanley m'a fait rentrer dans la team com du coup des Mousquetaires. Les Mousquetaires, du coup, à la base, on était genre 12 à la com. J'ai montré que j'étais déter. Et c'est ça qui a fait que ça a marché. Donc, ça revient à ce que j'ai dit au début. Il faut montrer que tu as la dalle. À la base, on faisait un tour de table, les gens ils disaient ouais moi je suis photographe, ouais moi je suis vidéaste, ouais moi je suis cela. Quand ça arrivait à mon tour, j'ai dit moi je suis tout, moi je fais tout. Je suis vidéaste, je suis photographe, je suis graphiste, je fais tout ce que vous voulez. Je fais tout ce que vous voulez. Et c'est ça a été un plus aussi. Les gens le font pas forcément, mais moi je me suis dit faut que je me spécialise dans tout. Faut que je me spécialise dans tout. Faut que j'aime pas que quelqu'un fasse les choses pour moi, tu vois. S'il y a un visuel à faire, je dois le faire moi-même. S'il y a des photos à faire, je dois les faire moi-même. Pareil pour les vidéos. Je suis un mec, j'aime faire les choses de moi-même. Et quand j'ai besoin de faire un truc par moi-même, du coup, je vais l'apprendre. À la base, j'avais commencé par de la photo. Au final, maintenant, je fais beaucoup plus de vidéos. Je suis aussi beaucoup plus à l'aise dans le graphisme. Mais ça a été un bien, un mal pour un bien, entre guillemets. Parce qu'à l'époque, quand je faisais de la photo, pour les Cougars, il fallait forcément mettre mes photos en avant avec des visuels. Donc, j'ai dû apprendre à faire des visuels. Au bout d'un moment, tu pouvais pas faire que de la photo et des visuels. Il fallait commencer à ramener de la vidéo. Donc, je me suis dit, vas-y, j'apprends la vidéo, je fais de la vidéo, etc., etc. Et de fil en aiguille, ça a fait que je me suis diversifié. Et ça aussi, ça a été un gros plus. Donc, si je peux le donner, ça aussi en conseil aux gens, diversifiez-vous. Oh là là, faut se divertir, faut faire plein de trucs, faut être faut être dans toutes les catégories, tu vois, ça m'a aidé. Et au final, quand j'ai proposé ça aux Mousquetaires, à la base, j'ai été recruté pour de la vidéo, je leur ai dit je fais tout. Au final, un jour dans le groupe com, ça dit ouais, il y a un visuel à faire, je vois personne répond, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit vas-y, moi je le fais. Et au final, je me suis retrouvé être le graphiste de l'équipe, donc voilà, faut avoir la dalle, faut être patient et faut se montrer investi. Par contre, je crois que je Non. t'entends plus. Ah si, c'est bon, là c'est bon. Non, mais parce que j'ai pas parlé. T'inquiète c'est pour ça. Mais on reparlera des Musketeers un petit peu plus tard T'as un peu, t'as un peu vendu la mèche, mais on va en reparler Ah oui, un petit peu plus tard. j'étais trop Là, dedans, on, c'est pour ça. là, on va retourner sur les Cougars. On va reprendre le fil du coup de cette expérience-là. Tu as rapidement intégré le groupe qui prenait les décisions pour le club en étant dans toutes les sections. Tu es rapidement devenu connu au sein du club. Et à la suite du départ de Xavier Mas au sein du club, il ne restait plus vraiment de figure dans le club à part Stéphane Bagot. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec lui? Il me semble que tu le considères un petit peu comme une figure paternelle, non? Ouais, tout à fait. Franchement, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très tôt au club, que j'ai appris à connaître justement via le conseil d'administration. Et il a vu que j'étais quelqu'un de très impliqué. Et c'est quelqu'un qui a le même amour pour le club que moi, je pense. Et il a grandi là-bas, il a fait je sais pas combien d'années là-bas. Donc, euh, donc on s'entendait vraiment bien là-dessus et ça a été vraiment, on va dire, une figure paternelle au sein du club. Il m'a appris beaucoup de choses, je lui dois beaucoup et c'est grâce à notamment à lui si j'en suis là aujourd'hui. Donc ouais, ça a vraiment été une figure pour moi et quelqu'un de vraiment important dans ma vie, en tout cas au sein du club. Ouais. Malheureusement, le club est tombé vite entre de mauvaises personnes et il est arrivé le jour où tu as dû agir pour sauver le club qui courait à sa perte, de ce que j'ai lu. Et pour cela, tu as créé un bureau et un CA, tu as organisé des réunions avec les sections, tu as créé une assemblée générale extraordinaire avec le soutien de 95% du club. Ça t'a mené à prendre la tête du club en tant que président. Est-ce que ça t'a pas fait un petit peu peur, si jeune, de prendre les rênes d'un club comme ça, avec autant de responsabilités et autant d'adhérents? Oui et non, parce que du coup, avec Bago, on se faisait la blague pendant des années. Il disait que dans pas longtemps, j'allais prendre sa place. Donc, c'était vraiment une blague qui revenait souvent. Je te mens pas, c'est un truc auquel je me suis préparé pendant des années, on va dire. Ça faisait un moment que le sujet était sur la table. Il y avait beaucoup de discussions jusqu'au jour où il a fallu du coup agir. C'était pas forcément un truc que je voulais faire sur l'instant T, mais j'ai pas vraiment eu le choix. Le club partait trop en vrille et je pouvais pas voir
club parce que c'est quelque chose, c'est un club qui m'a tout donné. J'ai appris à être un homme là-bas, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit la victoire, la défaite, l'humilité, l'esprit d'équipe, le respect, etc. Ça m'a inculqué énormément de choses et c'est ce qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui, on va dire. Et pour moi, c'est important d'avoir que ce club qui, moi, m'a apporté autant puisse faire la même chose pour les générations futures. Donc, ouais, je vais pas trop divulguer ce qui s'est passé au sein du club, mais j'estime que ça a été très mal géré. Et du coup, j'ai dû prendre la décision puisque personne n'allait le faire. Donc, je me suis dit, qui d'autre que moi, sans aucune prétention pour le faire. Ça faisait déjà un moment que j'étais dans le club, ça faisait déjà un moment que ce sujet-là était entre guillemets sur la table. Comme on l'a dit plusieurs fois du coup tout au long de l'interview, j'ai été dans toutes les sections, donc forcément j'étais connu de tout le monde un peu dans le club, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux. Et justement, on va dire que plusieurs fois j'ai été cette passerelle dans le club entre la nouvelle et l'ancienne génération. Donc c'était un peu évident entre guillemets. Et ouais, du coup, il y a un jour où je me suis dit, je peux pas laisser les choses continuer comme ça, sinon mon club il va fermer, je peux pas laisser ça. Donc j'ai décidé de sonder un peu tout le monde au sein du club, leur présenter mon projet. Et au fur et à mesure du temps, ça a fait qu'on a dû faire une AG extraordinaire. À la suite de ça, j'ai été élu président à l'unanimité avec mon bureau. Et je dois dire que ça a été une décision quand même un peu compliquée à prendre parce que ça demandait énormément de responsabilités et je le vois encore aujourd'hui. Mais je suis quand même satisfait. Je suis même très content d'avoir fait ce choix-là, de ne pas avoir laissé les choses se faire et d'avoir un peu mis un coup de marteau sur la table parce que ça pouvait plus continuer, malgré que ça m'a mis un peu dans un état compliqué parce que sur plein d'aspects, j'ai pensé à arrêter tout au niveau du foot parce que ça commençait à devenir compliqué. D'être partout, émotionnellement c'était super dur. J'ai une femme, tu vois, j'ai un appart, je dois gérer ce genre de choses. Il y a le taf, il y a plein de trucs à côté. Et il y a plusieurs fois où j'ai passé mes journées, mes nuits, mes semaines au stade, tu vois. Je me rappelle qu'il y a une année, du lundi au dimanche, j'étais au stade parce que je coachais les jeunes, je coachais les seniors, avec les réunions CA. Après, il y avait les matchs. Des fois, il y avait 2 matchs dans le même week-end, plus le flag. Ça commençait à faire beaucoup. Donc, la décision, franchement, elle a été dure, mais après avoir eu beaucoup de soutien de la part de mes proches, que ce soit dans le club ou en dehors, je me suis dit que je devais prendre cette décision et vraiment m'y consacrer à 100%. Et du coup, je suis fier d'avoir fait ça quand je vois ce que le club est en train de devenir et de quelle façon il remonte la pente. Tu as décidé de step down après cette épreuve, ou plutôt après ce choix de devenir président pour être manager sportif et ne plus endosser trop de casquettes. Qu'est-ce que tu retiens au global de ces expériences de président et de directeur sportif? C'est que c'est des choses qui sont vraiment pas aisées. On pense connaître beaucoup de choses en tant que joueur quand tu es dans une administration. Tu vois pas forcément ce qui se passe. Tu vois, tu viens, tu joues, tu prends ta licence, tu fais tes entraînements et tu cherches pas forcément plus loin. Moi, ça n'a jamais été mon cas. C'est pour ça que très tôt, j'ai été dans le CA. Donc, j'étais déjà dans cette dynamique de un club, c'est compliqué à gérer. Et du coup, j'étais déjà un peu préparé à ça. Mais ça a été vraiment une vraie claque quand tu as vraiment les choses en main, toi, de voir tout ce qu'il faut faire, que ce soit de gérer tout avec la mairie. Tu vois, genre par exemple, on a des problèmes de terrain, on doit tout gérer, les problèmes de vestiaire, le relationnel, les sponsors, les banques, la fédé, etc. Enfin, le relationnel avec tes joueurs, avec les fans, les bénévoles, les arbitres, les coachs, c'est énormément de travail et réussir à satisfaire tout le monde, c'est quelque chose de très compliqué. Mais au final, quand tu t'y dévoues réellement, ça reste quand même quelque chose de surmontable. Donc, je vais dire que ça a été quand même un choc, mais je restais quand même préparé à la chose. Et je suis très bien entouré au sein du bureau, donc ça restait jouable
sans peut-être trop prise de tête et vraiment insurmontable. Donc ouais, c'est ce que je dirais. Tu te verrais à l'avenir occuper de nouveau un rôle de la sorte au Cougar ou dans un autre club? Ouais, je pense. Je dirais pas dans un autre club. Ceux qui me connaissent savent que pour moi, c'est impossible d'aller ailleurs. Je pourrais pas. La seule chose qui me ferait quitter les Cougars, c'est que le club n'existe plus. Je pense pas aller ailleurs un jour. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Les Cougars, ça fait partie de moi et ouais, je me verrai jamais aller ailleurs. Donc, si un jour je dois reprendre, et je pense que ça arrivera peut-être un jour, ça sera forcément aux Cougars. Ouais. Même pas aux Musketeers ou dans un Ouais, club de Ligue européenne? ça c'est très loin. Hein. Je sais pas si un jour j'en arriverai là, mais pourquoi pas. Hein. Mais ouais, oui, à ce moment-là, oui, et peut-être que effectivement arriver dans ce genre d'institution, oui. Mais en tout cas, en ce qui est de clubs français, ça sera jamais autre chose que les Cougars. On va aborder à présent la dernière partie de cette interview, celle sur l'aspect création de contenu. La saison des Musketeers vient de se terminer au moment où nous enregistrons et cette saison a été ta première avec l'équipe parisienne. Tu as globalement déjà évoqué comment est-ce que tu les as rejoints, mais est-ce que tu peux nous nous le redire peut-être avec plus de détails, un petit peu, voilà, quels ont été les échanges avec Stanley? Quels ont été les échanges pardon, avec John Booker? Et qu'est-ce qui a fait que tu as pu les rejoindre? Du coup, ouais, je vais te refaire un peu du coup le parcours. C'est que, en gros, ce qui m'a aidé, je vais le citer parce qu'il m'a beaucoup aidé, c'est Jean-Marc Siocan. C'est le créateur un des créateurs de Emotion, de Spread, etc. C'est un gars qui m'a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé Doug et a fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est le premier mec qui m'a donné un contrat qui m'a permis de vivre de Doug. Donc j'en profite ici pour le remercier encore une fois parce que c'est vraiment un mec qui m'a aidé. En fait, j'ai commencé avec les Molos, notamment avec leur nouveau logo. Figure-toi, en fait, d'être spécialisé dans le foot US, ça m'a aidé. Un message, ils m'ont dit salut, on a vu que tu étais dans le foot, on suit ton taf, on voulait refaire notre logo et on voulait que ce soit fait par un mec qui connaisse le foot pour que ce soit beaucoup plus parlant. Donc c'est là que tout a commencé parce que après ça, du coup, vu que ça s'est super bien passé, il m'a ramené d'autres contrats, etc. J'ai pu travailler avec énormément de monde. Il m'a fait travailler avec Teddy Riner. Laisse tomber, il m'a apporté tellement de trucs. J'ai travaillé avec un club pro de rugby à Gennevilliers grâce à lui. Et tout ça a fait que j'ai pu faire montrer ce que je valais. Du coup, ça m'a énormément aidé. Et un jour, Stanley, qui avait pu voir mon taf plusieurs fois, m'envoie un message et me dit Yo, on voudrait faire le Confidence Camp et on voudrait que quelqu'un le filme pour pouvoir mettre la vidéo sur YouTube. Et du coup, il m'a dit qu'il kiffait mon taf et qu'il pensait à moi, sachant qu'en plus ça se faisait au Molos et que du coup c'était organisé un peu par lui et les dirigeants des Molos. Du coup, ça tombait sous le sens, entre guillemets, parce que du coup, c'est moi qui m'occupais un peu de tout ça. À la suite de ça, on a fait le Confidence Camp. J'ai filmé tout l'événement de A à Z. On a eu énormément d'échanges avec Stanley sur ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut et c'est vraiment cool de travailler avec des mecs comme ça. Ça a été vraiment un pur kiff. En plus de filmer un événement comme ça, 100% foot US et de dire qu'on fait appel à toi, c'est vraiment un truc qui est vraiment cool. Donc à la suite de ça, quand la vidéo est sortie, on a eu énormément de bons retours. La vidéo était vraiment cool. N'hésitez pas à aller la regarder d'ailleurs, j'en profite. Mais c'était vraiment quelque chose de cool à faire. Et en fait, à la suite de ça, il avait invité plusieurs médias. Je ne sais pas si tu avais pu voir, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'être là, mais il y avait énormément de médias. C'était un truc de ouf. Et en fait, à la suite de ça, on va dire qu'il a fait une petite sélection de ceux avec qui il avait kiffé bosser. Et du coup, il nous a ramenés aux mousquetaires. Il nous a dit voilà, on était une douzaine à peu près au début. Et il nous a dit voilà, du coup, le but c'est que vous rejoignez l'équipe des mousquetaires. Et le but premier c'était trouver les mecs de confiance. Le but c'était voilà, lui, je sais que je peux lui faire confiance, je sais qu'il bosse. L'année prochaine,
il fait officiellement partie de l'équipe et on lui file un contrat. En tout cas, c'était ça qui avait été mis sur la table. Du coup, à la suite de ça, on a eu une petite réunion de com. Donc, comme je te l'ai dit, moi direct, j'ai dit moi je fais tout. J'ai montré que j'avais la dalle. À la suite de ça, il y a une petite anecdote, c'est que je connaissais déjà Booker en fait. C'est parce qu'on devait, on avait beaucoup parlé pour les Cougars. Parce qu'à cette époque-là, il voulait essayer de rejoindre une équipe française, sauf que bon, bah, nous, en termes d'argent, c'était galère et Booker, bah, forcément, il voulait le payer, ce qui est tout à fait compréhensible pour le taf qu'il faisait. Et on s'était quitté en mauvais termes, on va dire. Et en fait, du coup, quand je suis rentré dans la pièce, quand on a fait la réu de l'équipe com, bah, du coup, lui et moi, on s'est vus et du coup, c'était très marrant. Mais au final, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je pense que c'est réciproque. On s'entend très très bien. C'est aussi grâce à lui que j'en suis là au Mousquetaire maintenant. Donc, les relations ont vite changé. Et en fait, à force de me demander, ouais, là j'ai besoin de tel visuel, il a vu que je bossais de fou, que j'étais quelqu'un de très impliqué. Des fois, on travaillait jusqu'à je sais pas quelle heure sur des projets. Et du coup, ça, de fil en aiguille, ça a fait que j'ai rapidement été quelqu'un de confiance au sein du club et ça a fait que j'ai réussi à décrocher un contrat, pouvoir voyager avec l'équipe, etc. Quoi. Jean-Marc Choquant que je reçois dans le prochain épisode. Petite passe D, petite annonce, c'est beau. Magnifique. Magnifique. Euh, C'était quoi ton rôle au sein du club? Alors, tu l'as dit, c'est un petit peu hybride, mais je sais que, par exemple, que euh, du point de vue de la com, les Lights et les Mousquetaires ne s'organisent pas de la même façon, comme les Molosses et les Cougars ne s'organisent pas de la même façon non plus. C'était quoi un petit peu exactement ton rôle? Tu es un peu touche à tout, donc peut-être que ton rôle est un peu divers et varié, mais en tout cas, vis-à-vis de la hiérarchisation et de l'organisation de la com des Musketeers, quel était toi ton rôle? À quoi toi est-ce que tu servais? Et par qui est-ce que tu étais épaulé, que ce soit au-dessus, en dessous ou à niveau égal? Bah, c'est assez simple. Du coup, on avait une team de com très restreinte, en vrai de vrai. L'équipe type, on va dire, qui en tout cas était là sur tous les matchs, ça a été du coup Alexandra Moret, qui était du coup la CM de l'équipe. Maxime Le Pif, du coup, qui était le photographe, et moi, qui était du coup vidéaste et graphiste. Donc ça a été notre équipe de com tout au long de la saison. Après, en fonction des matchs, etc., on a eu quelques autres personnes qui se sont greffées, notamment ONG Capture, Nicole qui était avec nous sur quelques matchs et qui fait d'ailleurs un taf incroyable. Il y avait aussi Kevin, Oka Vision, qui était là aussi pour nous aider, et Romain, j'ai plus son nom sur Insta, mais du coup, c'est eux trois, ils nous ont un peu aidés sur les matchs à domicile quand ils venaient, mais du coup, c'était surtout Alexandra, Maxime et moi qui étions sur tous les matchs, du coup, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, c'était ça l'équipe type, on va dire. Et on était drivé du coup par Booker et par un des dirigeants qui était John McKeon. Euh, du coup, voilà, en gros, c'était ça la hiérarchie. John qui disait à Booker, qui disait à Alex. Et après, nous, on discutait beaucoup entre nous sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait améliorer, etc. Donc, ouais, voilà, c'était à peu près ça. Pendant la saison, tu as aussi vu pas mal collaborer avec Yanni, l'un de vos DB. C'était quoi un petit peu la genèse de tous ces contenus et les rapports que tu entretiens avec lui? Parce que il me semble pas que tu as fait ça avec d'autres joueurs cette saison. C'était une volonté. Voilà. C'est quoi la genèse? C'est Yanni qui t'appelle, c'est toi qui proposes. Comment est-ce que ça s'est fait tout ça? Bah en fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est Yanni. Déjà, c'est quelqu'un avec qui je me suis direct très bien entendu. C'est vraiment un très bon gars avec qui du coup, je veux dire, on s'est lié d'amitié au fur et à mesure de la saison. C'est lui qui m'a contacté en fait en voyant mon taf. Yannis c'est quelqu'un de très impliqué sur son image et c'est quelque chose qui est très bien, je trouve, à mon sens. Il y a beaucoup plus de joueurs qui devraient le faire. Du coup, il savait ce qu'il voulait, il savait comment se mettre en avant, etc. Donc pour un joueur pro, je trouve que c'est très très bien. Et en fait, à la suite des premiers matchs, parce que je crois le premier match, ouais, c'était ça, c'était Francfort, c'était à l'extérieur. En fait, il a pu voir un peu mon taf et ce que je faisais. Et du coup, pour lui, ça a tombé sous le sens de me demander de l'aider. Du coup, il m'a contacté pour la vidéo où on a fait l'entrée du coup en Ferrari.
Et à la suite de ça, il m'a contacté sur plusieurs autres projets. Et au fur et à mesure, voilà, hein, ça a fait qu'on s'est liés d'amitié. Mais ouais, du coup, c'est lui qui m'a contacté pour l'aider sur ce projet-là. Et je l'ai fait avec plaisir parce que c'est un joueur que j'admire et que je trouve très talentueux. Et même outre le sportif, humainement, c'est quelqu'un de vraiment de très bien, quoi. En tant que graphiste, vidéaste, photographe, c'est quoi les contenus que tu préfères réaliser? Est-ce que tu as un petit peu des contenus signatures ou est-ce qu'il y a des contenus que tu aimes faire et d'autres où tu es un petit peu sous la contrainte de les faire? J'imagine que tu pas tout ce que tu fais autant que sur les uns ou sur les autres. Donc, ouais, c'est quoi un petit peu les choses que tu préfères faire? Quand même, hein, je pense que j'aime tout ce que je fais en vrai de vrai, comme je l'ai dit plusieurs fois tout au long de l'interview, c'est que pour moi, c'est pas un taf, ça reste une passion. Donc, ouais, j'aime à peu près faire ce que je fais. Euh, c'est le truc, on va dire, où je vais être le plus réticent, c'est quand je peux pas m'exprimer réellement, quand je vais être sous beaucoup de contraintes. C'est là où je vais dire que j'aime le moins, mais généralement, je suis assez libre de ce que je fais parce que ce que je fais, ça marche, sans prétention. Donc ouais, généralement, on me donne pas trop de restrictions, on me laisse un peu faire ce que je veux et ça marche. Hein, mais j'avoue, j'ai les vidéos un peu cinématiques, c'est ce que je mets ces derniers temps sur mon compte. C'est des trucs que j'aime bien parce que c'est parlant, tu vois. C'est des trucs qui génèrent de l'émotion et moi, c'est ça surtout qui me fait kiffer. C'est que quand tu regardes la vidéo, tu ressens un truc, tu sois pas juste là à la regarder en vite fait. Il faut que ça te fasse quelque chose, que ce soit de la joie, de la tristesse, peu importe. Faut que tu ressentes un truc, tu vois. C'est ça qui me fait kiffer. Ouais. Et justement, que ce soit, Stanley ou que ce soit, Yanni, quand ils ont un projet de vidéo comme ça, il y a ce que eux veulent et toi, il y a aussi, tu l'as dit, tu aimes bien faire un petit peu ce que tu aimes et tu as aussi ta liberté artistique et créative. Comment est-ce que vous trouvez la bonne alchimie pour respecter ce que lui veut et en même temps, toi, dire: «Bah, je veux apporter ma patte en faisant ci, en faisant ça» et peut-être que toi, l'idée que tu as, elle marchera pas, mais si on la remplace par ça, ça marchera mieux? Comment est-ce que tu trouves cet équilibre-là et cette Euh, alchimie? Bah, en fait, c'est simple, hein, tu sais, c'est beaucoup de communication et c'est ça qui aide. Hein. Stanley et Yanni, par exemple, c'est des mecs qui savaient ce qu'ils voulaient, mais qui étaient aussi ouverts à beaucoup de choses. Hein. Ils s'étaient vraiment pas fermés. Donc, ça a aidé beaucoup. Moi, ça va avoir quand même une certaine expérience, donc voir un peu ce qui marche pas. Des fois, je me dis, ouais, bah là, peut-être qu'il faudrait faire comme ça, peut-être qu'il faudrait faire comme ça, ça serait peut-être mieux, là, il faudrait peut-être éviter, tu vois. Mais la plupart du temps, on arrive souvent à allier nos idées en vrai de vrai. Ce qui fait que on arrive à trouver un certain équilibre. Lui en ajoutant ses idées, moi en disant bah là peut-être qu'on devrait l'améliorer comme ça, comme ça. Moi des fois j'ai eu tort, hein, j'ai proposé des trucs, ça n'a pas marché, bah très bien, il n'y a pas de souci. On voit comment on change ça. Et donc c'est beaucoup de communication et d'ouverture d'esprit, hein, surtout des deux côtés. Tu vois, faut pas être fermé non plus. Faut pas se dire ouais bah non moi je veux absolument faire ça, donc si c'est pas ça, on le fera pas. Des deux côtés, généralement on était assez ouverts et c'est ça qui fait que ça matchait très bien la plupart du temps. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, inspiré, des modèles peut-être que tu as dans la création, vidéo, photo, graphique, qui font aujourd'hui que tu as l'ADN que tu as? Euh, En vrai, je regarde pas mal ce que font les autres. Maintenant, après dire que j'ai des inspirations, je sais pas vraiment. Parce qu'en fait, j'ai toujours été un mec qui me suis débrouillé tout seul, on va dire. Tu vois, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris seul. J'ai pas fait d'école ou quoi. Je me suis renseigné sur YouTube à force de regarder des tutos, à force de regarder des visuels, d'essayer de les reproduire, de les refaire, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font que j'en suis arrivé là, on va dire, à peu près tout seul. Après, il y a beaucoup d'inspiration forcément, mais ça va être plus ce qui va se faire aux États-Unis, parce que là-bas, c'est mon Dieu, le niveau qu'ils ont. Je m'inspire beaucoup de ce que les étudiants universitaires ils font, parce que eux, du coup, ils font ça pour pouvoir avoir un taf après, donc forcément, eux, ils se donnent à 80, à 200% pour pouvoir faire des trucs de ouf. Donc, ouais, on va dire, je m'inspire beaucoup des jeunes universitaires aux États-Unis parce que eux, ils font un travail monstre. On va dire, ça va être ça ma source d'inspiration première.
Il y a des créatifs avec qui tu as déjà été amené à collaborer ou avec qui tu aimerais bien collaborer. Je sais que il y a une fille qui s'appelle Lena Emp, je crois, qui fait des vidéos incroyables. Et d'ailleurs, c'est ton par là que j'aimerais bien recevoir dans ce podcast. Mais en tout cas, ou ça peut être aussi, bah, tu l'as dit avec Maxime. Est-ce que tu as déjà été amené à collaborer avec d'autres créatifs qui t'ont permis de passer un step dans ta propre création à toi? Bah, collaborer directement, non. Par contre, tu sais, à force de parler, bah, par exemple, sur la touche des mousquetaires, quand tu viens filmer des matchs, il y a du monde. Donc forcément, tu discutes un peu. Justement, Léna, je sais que j'avais discuté avec elle il y a 2 saisons de ça. On s'était croisés sur le bord de terrain, on avait discuté. Elle m'avait expliqué un peu sa vision des choses et elle a une vision assez incroyable de ce qu'elle fait. Et ça se ressent sur ce qu'elle fait, justement, parce qu'elle fait un taf incroyable. On a beaucoup de personnes comme ça en France qui ont un talent de fou et que malheureusement ils sont pas assez connus parce que la plupart ils vont dans le foot US et le foot US c'est un peu c'est pas assez regardé forcément et c'est dommage parce que ce que la plupart de nos créateurs arrivent à faire c'est quelque chose de vraiment ouf. Quand tu regardes bah, ce que fait Max, ce que fait Lena, il y a NSL photographeur là, lui fait des photos de malade. J'ai eu l'occasion de discuter quelques fois avec lui. Nicole qui fait un taf monstrueux à son âge, qui est vraiment je vais pas dire nouvelle dans le milieu, mais voilà, quoi, elle n'a pas une expérience de malade et pourtant elle a déjà un niveau incroyable. Tu te dis qu'en France, on n'est pas à plaindre. Quoi. Il y a vraiment tellement de gens qui ont un niveau de fou. Donc c'est inspirant de voir tout ça et de se dire que bah, on a une belle commune de créateurs en France et notamment dans le football américain. On se rapproche doucement de la fin du podcast et on va revenir sur les Cougars parce que vous avez sorti quelque chose avec Seth Gecko récemment, quelqu'un évidemment du 95. Comment est-ce qu'elle se fait la connexion entre le club et lui? Euh, Il y a eu déjà plusieurs échanges au fil des années. Pas forcément quelque chose de concret, mais il y avait déjà des échanges. Il nous connaissait, on le connaissait, donc forcément, tu te dis qu'au bout d'un moment, ça tombe sous le sens qu'il y ait une collaboration. Là, en gros, il a un concert au Bataclan en novembre, si je dis pas de bêtises. Et il voulait absolument du merch un peu football américain. Donc pour lui, ça allait de soi de nous contacter nous. Et c'était du coup très bien pour nous aussi. On s'est alliés tous les deux sur cette collaboration, qui a d'ailleurs été une très bonne collaboration, que ce soit de son côté ou d'une autre. Et du coup, c'était vraiment quelque chose d'important, je pense, de s'allier avec lui, sachant que c'est une figure du 95. Je pense que les Cougars le sont aussi. Parce qu'actuellement dans le 95, bah, déjà on est le seul club de football américain. On est quand même un club de football américain assez connu, je dirais, notamment de par les heures de gloire qu'on a pu connaître dans le passé. Donc pour moi, c'était une collaboration qui, c'était normal que ça se fasse. Je ne savais pas quand ça allait se faire, mais du coup, là, je suis content que ce soit fait de cette manière-là. C'est quoi tes ambitions pour la suite? Personnellement ou vis-à-vis des Cougars? Tes ambitions pour la suite, ça peut être toi dans ton noble art, ça peut être vis-à-vis des Cougars. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et quelles sont tes ambitions? J'imagine que tu as des objectifs, évidemment, une deuxième campagne avec les Musketeers, on imagine, mais au-delà de ça, concrètement, c'est quoi tes ambitions et tes aspirations pour l'avenir? Bah déjà, personnellement, que pour Doug, je vais dire, c'est de continuer à faire grandir le compte, continuer de montrer mon taf et montrer ce dont je suis capable. Le but, c'est de s'ouvrir au monde et de ne pas être cantonné qu'à la France. Ça m'a aidé déjà avec les Mousquetaires, j'ai pu être un peu plus connu au niveau européen. Maintenant, le but, c'est d'aller outre-Atlantique. J'ai vraiment pour objectif d'aller là actuellement c'est d'aller au Canada, d'essayer de viser la CFL, ça serait vraiment le plus gros objectif que j'ai.
Ça serait vraiment un gros kiff de pouvoir s'expatrier dans un autre pays, de découvrir une nouvelle culture et de pouvoir y vivre. Et notamment pouvoir y vivre grâce à Doug. Donc ça, c'est peut-être le plus gros objectif que je me fixe actuellement. C'est vraiment pouvoir aller outre-Atlantique grâce à Doug. Maintenant, pour ce qui est des autres objectifs que j'ai personnellement, que ce soit au sein des Cougars, bah, c'est de continuer à faire en sorte que le club se remette sur pied, redevienne ce qu'il a pu être dans les années passées, et redevienne un club important dans l'histoire du football américain. C'est un gros objectif que j'ai. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je sais que au fur et à mesure des années, ça arrivera. Donc ouais, là, actuellement, mes deux plus gros objectifs, on va dire professionnellement, ça va être ça. Redonner aux Cougars l'image qu'ils avaient à l'époque et faire en sorte que Doug devienne mondial, on va dire. Tu as envie de t'expatrier sur d'autres sports? Ouais. C'est un de mes buts et de mes projets. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu, mais en gros, j'ai commencé un documentaire qui s'appelle Through Your Eyes et qui mettait en scène la vie d'athlètes. Le premier épisode qui était sur Darius X, du coup, joueur américain des Molos. Cet épisode-là, c'était sur le football américain, mais le but, c'est de faire dans tous les autres sports possibles. Le but, c'est de montrer l'envers du décor du sport partout. Tu vois, si je peux aller faire un boxeur, un joueur de rugby, un joueur de tennis, peu importe, ça serait vraiment un kiff parce que tant que ça touche au milieu du sport, moi, ça m'intéresse. Donc, ouais, tu vois, là, comme je l'ai dit plus tôt dans l'interview, j'ai commencé à travailler avec un club de rugby. J'ai fait, pour TJ Riner, j'ai fait du judo. Donc, ouais, m'expatrier dans d'autres sports, c'est vraiment un truc qui m'intéresserait. Ouais. On a parlé création de contenu, on a parlé football américain, on a parlé coaching. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent à part le football américain? Au tout début, tu as parlé de dessin. Est-ce que voilà, tu as une passion, un hobby, une cause peut-être dont, dont tu aimerais parler, avec plutôt dont le podcast pourrait être l'occasion de l'évoquer? Franchement, je te mens pas, ma vie elle tourne autour du foot. Hein. C'est ça depuis. Ça a été une source de problèmes plusieurs fois, mais ouais, ma vie elle tourne autour du foot, que ce soit en tant que joueur, coach, au sein d'un club, que ce soit en tant que vidéaste. Le foot m'a apporté tellement de choses personnellement. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'interview, ça a fait l'homme que je suis actuellement. Ce sport m'a apporté énormément. Et en fait, c'est un truc que je pense que je retrouvais nulle part ailleurs. Donc, je continue de rester dans ce sport, de m'y attacher, de continuer de tisser des liens. Euh, ça fait plus de 12 ans que je suis dans le foot et je continue de découvrir de nouvelles personnes, de tisser de nouveaux liens. Donc, je suis jamais au bout de mes surprises avec ce sport. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'anime énormément. Et je pense pas avoir besoin d'aller ailleurs parce que ça me suffit amplement. En vrai. Bah, écoutez, les amis, c'est sur ces mots-là qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui. Inside de Chin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'être restés présents jusqu'à la fin de l'émission. Si vous l'avez apprécié, que vous voulez soutenir le projet, que vous voulez d'autres épisodes, on vous laisse partager, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir pour la prochaine fois. Doug, j'espère que ça t'a plu. Pour une fois, c'est toi qu'on met en valeur. C'est vrai, j'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté de la caméra. Je me montre très peu. Mais c'est un truc que je voulais faire. Donc, tu m'as vraiment contacté au bon moment. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu faire quelque chose comme ça parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois la question de ouais, toi, c'est quand que tu nous parles un peu de toi. Je savais pas trop comment l'aborder, donc là, ça tombait parfaitement. Donc, vraiment, encore merci de m'avoir invité. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir être dans cette émission et de pouvoir avoir pu parler de moi. J'espère que ça aura pu inspirer certaines personnes, notamment grâce à mon parcours. J'espère que d'autres gens ont réussi à me découvrir. J'espère que d'autres gens vont commencer à me suivre et à pouvoir apprécier ce que je fais. Donc voilà, ça a été un réel plaisir de faire de faire cette interview avec toi. Moi, pour la petite anecdote, je t'ai vu plusieurs fois au match des Musketeers. Je ne savais pas que c'était toi, Doug Entertainment, parce qu'en fait, Et, comme on voit jamais ta tête, et ben en fait, je savais c'est ça. pas, je savais pas. Et puis j'ai vu ça il y a 3 jours. J'ai vu ta tête. Je me suis dit, mais attends, je le vois tout le temps aux Musketeers. Ah, mais c'est lui. Bon, bah allez, on va lui proposer. C'est Et c'est ça. vrai que en fait, j'avais eu l'envie depuis longtemps, mais c'était la saison. J'avais déjà même avec des joueurs des Musketeers.
Hem, Comme c'était la saison et cetera, j'ai pas voulu proposer parce que je savais qu'il fallait mieux attendre la fin de la saison et puis Mmh. surtout, bah, en fait, je voyais tes travaux, mais je ne savais pas qui tu étais concrètement. Je savais que tu bossais pour les Mousquetaires, puisque si vous avez Ouais, jamais vu Doug, il a toujours le survêt des Mousquetaires pendant les matchs. Donc on a compris qu'il bosse pour les Mousquetaires, mais on ne sait pas qui c'est c'est précisément ça. Bah, et tu sais, je pense souvent au truc de Lupin, là, ça me fait rire, la série Netflix, là, où il dit, ouais, vous m'avez déjà eu, mais vous m'avez pas regardé, tu vois. Souvent, je pense à ça, en fait, parce que c'est un peu le cas, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui me voient et qui savent pas qui je suis. Après, c'était une petite volonté de ma part, on va dire, mais voilà, là, je pense que, vas-y, ça y est, les gens, ils peuvent. Je suis arrivé à un stade où les gens peuvent savoir qui je suis, quoi. bah, c'est plus facile si on veut un jour, collaborer avec toi et qu'on te croise sur un événement, de savoir à quoi tu ressembles. Comme ça, au moins, on peut venir te voir et te proposer de collaborer avec toi. Exactement. Bon, bah, écoutez les amis, on se dit, à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, from the back to the top, tous ensemble donnons la voix à ceux qui font avancer le football américain en France et en Europe. À la prochaine les amis. Ciao, ciao.